La carte que vous avez sous les yeux, c'est la toute première représentation officielle des départements français, 83 à l'époque de leur création, au moment de la Révolution française. Une création qui avait pour but de faire table rase de l'organisation territoriale de l'Ancien Régime, qu'on a appelé a posteriori des provinces, et qui découlait du principe de la féodalité dont il fallait absolument se débarrasser. La volonté de redécouper le territoire en effaçant toute trace de l'histoire du royaume était d'ailleurs tellement forte que vue de l'extérieur, elle était presque perçue comme une tentative d'auto-colonisation interne du pays. La France est découpée comme un pays conquis, déclarait à ce sujet Edmund Burke, philosophe et homme politique irlandais. Ces nouveaux départements, ils ont en outre été nommés de manière à éviter toute référence au passé, en privilégiant plutôt des noms naturels considérés comme neutres, bien souvent des rivières ou des montagnes. Et malgré quelques remaniements aux frontières dus aux nombreux conflits qui ont occupé la France, de Napoléon jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et quelques réorganisations en région parisienne, la plupart de ces départements restent à peu près inchangés aujourd'hui, et c'est la carte que l'on a toutes et tous appris à l'école, une représentation fondamentale de la géographie française, basée sur des délimitations aléatoires tracées entre des entités plutôt vides de sens. Qui plus est, ces départements ont été la structure de tous les découpages administratifs du pays en régions. Le projet de région Clémentelle de 1919, les régions du régime de Vichy pendant la guerre, les IGAMI à la Libération en 1948, les programmes d'action régionale de 1955, les régions en tant que collectivités territoriales créées en 1982, et enfin les régions que l'on connaît aujourd'hui suite au redécoupage de 2015, troisième et dernier grand volet du long et lent processus de décentralisation qui visait à distribuer plus de compétences de l'État aux collectivités territoriales. Mais malgré tous ces efforts, la France reste aujourd'hui un État hyper centralisé où les décisions sont prises à Paris et où l'Île-de-France, la région capitale qui abrite presque 19% de la population, pèse pour plus de 30% du PIB. Un déséquilibre politique et économique majeur, accompagné d'une déconnexion totale du réel, malheureusement encombrante, voire nocive, pour la conduite de la nation. Un décalage qui nous met des bâtons dans les roues lorsqu'il s'agit de traiter les grands enjeux du monde contemporain, apprendre à vivre avec le vivant, créer de la relation au sein des territoires, transformer notre système agricole en profondeur ou encore imaginer une démocratie de proximité. La centralisation du pays ne permet pas aujourd'hui de répondre à toutes ces problématiques qui se manifestent par essence à l'échelle locale. Dans cette vidéo, je vous propose donc d'essayer de repenser l'organisation administrative du pays et d'imaginer un découpage qui nous permettrait peut-être de mieux penser le monde de demain. Et pour cela, j'aimerais aujourd'hui vous présenter l'Hexagone à une échelle que j'ai découverte il y a quelques mois, une échelle qui pourrait nous aider à mieux appréhender nos territoires et que je trouve absolument passionnante, les régions naturelles de France. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'hiver dernier, je vous avais proposé 10 idées pour penser le monde de demain et l'une d'entre elles, la 5e pour être exact, concernait un retour à du plus local, une vision du futur plus ancrée dans les réalités de chaque territoire et donc, naturellement, nécessitant une plus forte décentralisation que celle que l'on connaît aujourd'hui. Alors entre-temps, j'ai pas mal voyagé, notamment à vélo, et j'ai fait la découverte d'un découpage de l'Hexagone dont j'ignorais totalement l'existence. Ce découpage, je m'y suis plongé avec beaucoup de curiosité et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en parle, déjà parce que je trouve ça super intéressant, et aussi pour donner un cadre de pensée, une forme un peu plus pratique et concrète à cet élan de décentralisation. Alors ce découpage, qu'est-ce que c'est ? Eh bien il s'agit des régions naturelles de France, parfois aussi appelées pays traditionnels. On reviendra sur la différence un peu plus tard dans la vidéo. Et aujourd'hui, on va donc se demander qu'est-ce qu'une région traditionnelle ? Pourquoi ce découpage est pertinent pour la construction du monde de demain ? Comment peut-il s'insérer dans le processus de décentralisation ? Et enfin, je vous donnerai quelques pistes pour concrètement faire vivre ce découpage dès aujourd'hui. C'est parti! Alors, vous connaissez la chaîne, j'aime bien commencer en général par une définition, sauf que là, problème, et il n'y en a pas. Rien dans le dictionnaire, et la page Wikipédia consacrée au sujet se contente de baragouiner quelques idées qui manquent de précision. Elle mentionne en revanche 2 ouvrages publiés respectivement en 1999 et en 2000, qui ont l'air d'être les seuls à s'être réellement intéressés au sujet. J'ai donc naturellement voulu les consulter, et pour ça, j'ai dû me rendre ici.
Et oui, parce que ces livres, ils sont sortis il y a plus d'un quart de siècle. Ils sont donc indisponibles à l'achat. D'occasion, ils valent une centaine d'euros le livre. On ne peut pas les trouver en bibliothèque municipale, et donc il ne reste qu'un seul endroit, la Bibliothèque nationale de France. Un lieu où je me suis rendu avec plaisir pour une journée de recherche dans ce temple de la connaissance, un endroit que je vous recommande d'ailleurs de visiter si vous en avez l'occasion. Les ouvrages auxquels je voulais accéder n'étant pas disponibles dans les salles tout public, j'ai dû faire une demande spéciale pour accéder à la bibliothèque de recherche, un lieu plutôt sécurisé où l'on doit se plier à un certain protocole. J'ai donc pu passer une après-midi entière à feuilleter les pages du Guide des pays de France de Frédéric Zegierman et du Dictionnaire des pays et provinces de France de Bénédicte et Jean-Jacques Feignet, et on va donc maintenant pouvoir découvrir ensemble ce qu'est une région naturelle. Alors il s'agit d'un espace géographique de taille réduite qui se définit par un ensemble de caractéristiques communes qui peuvent avoir plusieurs origines. D'abord, une entité historique, un ancien territoire celte, un pagus gallo-romain, un domaine féodal comme un comté, un duché ou une baronnie, un diocèse, une province, un arrondissement, une division militaire, bref, la marque d'un découpage administratif plus ou moins ancien. On peut ici donner pour exemple le Béarn, la Flandre, le Valois ou encore la Basse et la Haute-Marche. Ensuite, il y a des régions propres à des caractéristiques naturelles, le plus souvent géologiques, elles peuvent aussi être liées aux rivières, aux forêts, à l'agriculture qui est pratiquée en fonction de la qualité des sols ou encore à des climats particuliers. Dans cette catégorie, on retrouve le Larzac, l'Aubrac, le Val-de-Loire, le Pays des Garrigues, les Ardennes, le Morvan ou encore les terres froides. On trouve aussi des pays délimités par l'utilisation d'une langue ou plus largement par l'existence d'une culture spécifique. On peut penser naturellement au Pays basque, mais aussi aux nombreux pays que l'on retrouve en Bretagne, comme le Léon ou le Trégor par exemple. Il existe par ailleurs des pays qui résultent de l'ère d'influence d'une grande ville, comme le Baugeois, le Calaisis, le Dijonnais ou encore tout simplement le pays de Rennes. Enfin, certains pays correspondent à des réalités bien plus récentes, comme des groupements communaux nés de la volonté de redynamiser un territoire, notamment autour du tourisme. On peut parler par exemple des Alpes-Mancelles ou de l'Avesnois. Alors ce découpage de la France en régions naturelles, il n'a aucun caractère officiel. La carte que je vous montre depuis le début a été réalisée par Raymond Tary sur la base du travail de Frédéric Zegierman dans son guide des pays de France, et c'est le cadre que nous allons conserver pour cette vidéo. Mais il ne faut pas perdre de vue que cet ouvrage qui recense environ 450 pays sur le territoire donne par ailleurs le chiffre de 1800 micro-pays, car un véritable phénomène de poupée russe est en place et il est toujours possible de trouver un pays plus grand qui regroupe des caractéristiques communes ou un pays plus petit qui, à l'inverse, présente beaucoup plus de spécificités. Ces régions sont de plus en constante évolution, soumises aux aléas de l'histoire, aux différents découpages administratifs, aux changements de population et de climat. Ils sont le reflet d'une terre vivante et d'une occupation humaine organique, qu'il semble dérisoire de vouloir figer entre des lignes dessinées aléatoirement sur une carte. Car par exemple, si je vous parle de la région parisienne, vous pensez tout de suite à un amas de béton coincé au milieu d'un cercle de collines. Mais si on revient au XVIIIe siècle, ce qui n'est pas si lointain, il s'agissait pour l'essentiel de charmantes bourgades entourées de forêts et de champs, un univers très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui, où des patronymes comme Vaugirard, Montmartre ou encore Roissy n'avaient pas du tout la même signification. Tout cela pour vous dire que les régions naturelles représentent à la fois un héritage historique, culturel et naturel, mais aussi l'évolution et les spécificités d'un territoire à un instant donné, et que donc les délimitations de la carte ne sont là que pour nous aider à mieux appréhender leurs aires d'acceptation. Dans la réalité, les zones frontalières peuvent se revendiquer d'une région ou d'une autre, et il n'est pas rare de rencontrer des phénomènes de recouvrement. Une carte sans frontières serait d'ailleurs plus réaliste, et c'est le travail qu'a entrepris la cartographe Gaëlle Sutton, qui ne met en avant que la diversité des noms et des territoires. Enfin, cette multiplicité des origines, historiques, culturelles et ou naturelles, explique la double dénomination de régions naturelles et de pays traditionnels. Deux appellations qui reflètent la grande diversité proposée par ce découpage, une diversité créée par des phénomènes naturels, mais aussi humains. Alors dans le reste de la vidéo, j'emploierai plus volontiers le nom de région naturelle qui met en avant l'aspect organique du territoire, un aspect que l'on retrouve à la fois dans la dimension naturelle à proprement parler, géologie, climat, etc., mais aussi dans les dimensions historiques et culturelles, car on peut très bien voir la société humaine comme un organisme vivant qui évolue et qui marque les territoires.
Maintenant que nous avons fait le tour de la question d'un point de vue théorique, il me semble pertinent de vous proposer quelques exemples qui vous permettront de mieux saisir la réalité de ce qu'est vraiment une région naturelle. On commence avec la Beauce, cette fameuse région céréalière surnommée le grenier à blé de la France, située à cheval sur 5 départements et 2 régions. Géologiquement, elle correspond à un plateau calcaire très particulier du bassin parisien, le plateau de Beauce, riche en limon qui donne une excellente fertilité au sol. Cette particularité géologique, héritée des lacs du Miocène il y a une trentaine de millions d'années, a façonné l'histoire agricole de la région et a donc donné son âme à ce territoire, une immense étendue plate constituée quasi intégralement de champs où la mécanisation de l'agriculture a fortement sévi tout au long du XXe siècle, ce qui en fait aujourd'hui une des régions françaises malheureusement les plus exposées aux pesticides. Dans un registre similaire, on peut aussi parler du Pays de Bray en Normandie, une région alignée sur ce que les géologues appellent un anticlinal, un pli dans le bassin parisien qui a fait ressurgir des couches géologiques plus anciennes, différentes de celles du Pays de Caux et de la Picardie qui entourent le territoire. Cette spécificité géologique a fourni au Pays de Bray la possibilité d'élever des bovins. Au XVIIe siècle, les herbages ont progressivement remplacé les marais, puis au XIXe siècle, la forte production laitière a encouragé le développement de la ligne de chemin de fer reliant Paris à Dieppe. Fun fact, c'est ici qu'a été inventé le petit Suisse par la laiterie Gervais, implantée à Ferrières-en-Bray. Alors aujourd'hui, la région hérite d'un paysage bocager typique du polyculture élevage, un paysage isolé dans cette partie de la France, comme vous pouvez le voir sur cette carte de Perrin remonté, extraite du livre La France des milieux, sur lequel vous trouverez plus d'informations dans la description. Cette région, je l'ai d'ailleurs traversée l'été dernier à vélo, et je vous donne rendez-vous dans une vidéo à paraître pour la découvrir en images. Le Pays de Bray, c'est un endroit qui gagne à être connu. Une autre région que j'ai traversée à vélo l'année dernière, cette fois-ci en compagnie du géographe Damien Deville, ce sont les Alpes-Mancelles. Une appellation assez récente qui date du Second Empire et qui a été officialisée par la suite par les guides touristiques. C'est un paysage de gorges et de rivières, à cheval sur la Sarthe, la Mayenne et un petit bout de Normandie, un relief aux aspects bucoliques qui, depuis 2 siècles, attire randonneurs et amoureux de la nature. Alors l'étendue géographique de la zone n'est pas très claire, certains ne considérant que les parties sartoises et mayennaises du territoire, quand pour d'autres, elle s'étend sur toute la surface du parc naturel régional Normandie-Maine, plus loin dans l'ouest. Un bel exemple d'un pays que l'on peut considérer comme plutôt récent, et qui ne possède pas de frontières explicitement définies. Enfin, pas très loin à l'est se trouve le Perche, autre campagne bucolique où l'on peut croiser de jolies vallées bordées de rivières et de forêts. Et même si ce territoire est aujourd'hui associé au parc naturel régional qui porte le même nom, il s'agit, à l'inverse des Alpes-Mancelles, d'un pays bien plus ancien qui a historiquement fait la jonction entre le bassin parisien d'un côté et le massif armoricain de l'autre. Car à partir de ces terres de tradition paysanne et forestière, a été créé au Xe siècle un comté constitué de territoires qui n'avait pas été donné au duché de Normandie et qui a servi de zone tampon entre les Normands et le royaume de France. Aujourd'hui, le Perche est partagé entre les 3 régions de Normandie, du Centre-Val de Loire et des Pays de la Loire, mais il a réussi, malgré les nombreux découpages administratifs qui sont venus zébrer sa carte, à conserver une identité qui lui est propre. Alors, je vais m'arrêter là pour les exemples, car je pense que vous avez bien compris le concept. Vous pouvez néanmoins garder à l'esprit que de nombreuses régions naturelles sont connues et font partie du vocabulaire géographique courant. On peut citer le Perche, la Beauce, le Cotentin, le Médoc, le Béarn, les Cévennes, le Luberon, les monts du Cantal ou encore la Champagne, alors que d'autres sont moins connues, mais tout aussi méritantes, les Terres froides, l'Estérel, les Boutières, le Lévézou, l'Astarac, la Basse-Marche, l'Urepoix, le Pays de la Mai, le Portien ou encore le Lunevillois, bref, un maillage territorial dans lequel on peut se plonger pendant des heures et auquel il est facile de s'identifier. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans quelle région naturelle vous habitez et à en partager les spécificités. Et si vous ne le savez pas, et c'est tout à fait normal, il existe une carte interactive qui superpose une des nombreuses versions du découpage avec la carte de France et qui vous aidera à identifier votre région naturelle, et vous trouverez bien sûr le lien dans la description. Bon, maintenant que vous êtes incollable sur le sujet, il est temps de se demander pourquoi ce découpage du territoire en région naturelle est plus que pertinent pour la construction du monde de demain. Nous sommes les héritiers d'une immense entreprise
d'appauvrissement en fait, de nos mondes, de nos cartes, de nos territoires quoi. On n'arrive plus à les comprendre, on n'arrive plus à les lire. C'est lié à notre éducation. Tu vois, ici en Sarthe, peu sont les gens qui connaissent le bocage, qui connaissent la forêt, qui connaissent les chauves-souris dont je te parlais tout à l'heure. On vit en Auvergne sans connaître les volcans. On vit en Cévennes sans connaître l'histoire des Cévennes protestantes, industrielles. Aujourd'hui naturelles, c'est l'un des plus grands parcs nationaux de France. Or, il y a un enjeu à reprendre cette conscience des lieux, quoi. Tu vois, c'est ce sentiment géographique. Tout simplement parce qu'on protège que ce qu'on aime. On aime que ce que l'on connaît. Et on connaît que ce qui nous a été préalablement enseigné. Et cette conscience des lieux, les régions naturelles, elles nous permettent de facilement la retrouver. Car ces territoires, historiquement appelés des pays, correspondent grosso modo à une aire géographique qui représentait, il y a longtemps, la possibilité de se rendre au marché, à pied, en faisant l'aller-retour dans la journée. Pour faire simple, c'est un cercle dont le rayon avoisine les 20 ou 25 km, au centre duquel on retrouve une ou plusieurs grandes villes. D'ailleurs, les historiens ont remarqué que ce type de surface, c'est-à-dire une aire d'environ 1000 à 2000 km², se retrouve dans de nombreuses organisations de la société, à toutes les époques, les pagus gaulois, les comtés sous Charlemagne ou encore les 453 circonscriptions de l'Ancien Régime, et la France métropolitaine faisant environ 550 000 km², cela correspond à un découpage en 500 petites régions d'un peu plus de 1000 km², c'est-à-dire exactement les régions naturelles. On parle donc ici de territoires où l'on peut facilement se déplacer à pied pour se rendre au marché. Ce sont des espaces dans lesquels on vit, on travaille, on consomme, où l'on partage un environnement économique et social qui se constitue naturellement de par les spécificités locales. Notre région naturelle est ce qu'on appelle un espace vécu, un espace qui nous est familier, c'est la terre de nos ancêtres, le pays que l'on peut être amené à quitter et pour lequel on a de la nostalgie. Et donc contrairement aux départements ou aux régions, qui sont des zones purement administratives, les pays sont des espaces que l'on ressent, que l'on y vive ou pas. Car ces territoires, on peut aussi les reconnaître ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'espace perçu. Chaque région naturelle, de par ses singularités, est perçue d'une manière ou d'une autre, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on se rend compte qu'avec d'un côté leur singularité et de l'autre la manière que nous avons de les vivre et de les percevoir, eh bien nos territoires renferment en réalité d'immenses pouvoirs qui sont, à mon avis, au nombre de 4 atouts essentiels pour la construction du monde de demain. Déjà, ils sont un excellent remède face au désenracinement créé par l'économie libérale. Car quand on se sent appartenir à un pays dont on est acteur, mais aussi un pays qui nous porte, qui nous nourrit, qui nous développe, eh bien on peut se sentir utile et intégré à une société, à une communauté, à un ensemble de personnes qui œuvrent collectivement pour le bonheur de toutes et tous, une attitude malheureusement balayée par le capitalisme moderne qui ne valorise que les relations monétaires et la croissance d'indicateurs économiques virtuels. Ensuite, les régions naturelles, de par leur singularité, sont les témoins de la grande diversité de ce qu'on appelle la France, une zone de passage à l'extrémité du continent européen qui, de tout temps, s'est retrouvée à la croisée des climats et des peuples. Cette diversité de paysages, de sols, de faune, de flore, de culture, de langues, de traditions, d'origines, de cultes, c'est tout ça qui fait la richesse de notre pays, et il serait véritablement dérisoire de le concevoir comme une entité figée, accrochée à une seule et unique culture, comme si nous étions tous les successeurs génétiques et spirituels d'une poignée de Gaulois. Non, la France est diverse, organique et en constante évolution, et les régions naturelles sont le reflet de cette immense richesse. Par ailleurs, et pour relier les deux idées précédentes, les régions naturelles permettent de lutter contre l'uniformisation. La centralisation de notre pays, couplée au capitalisme néolibéral, a en effet entraîné une immense vague d'uniformisation de nos vies. Nous mangeons les mêmes produits de grande surface, nous regardons les mêmes émissions télé, écoutons les mêmes radios et les mêmes playlists, vivons dans les mêmes maisons avec les mêmes meubles et standardisons nos activités et nos métiers. Un exemple parlant est peut-être celui de la production alimentaire. Le paysan, qui historiquement cultivait la terre du pays où il habitait, a été remplacé par l'agriculteur, voire l'exploitant agricole, qui n'est qu'un acteur économique parmi d'autres, dont le travail n'est donc malheureusement plus reconnu à sa juste valeur. Une structuration à l'échelle des régions naturelles qui prend en compte les spécificités des territoires lutte ainsi contre cette uniformisation et donc pour plus de valorisation des lieux, des personnes et de leur travail. Enfin, et toujours dans la même veine, les régions naturelles permettent de remettre au goût du jour la notion
de vernaculaire. Quand on parle de vernaculaire, on pense à la langue bien sûr, mais c'est également l'habitat. Tu sais, cet habitat si singulier qui pousse des ressources et de l'histoire d'un territoire. La cité Plantagenet est un bel exemple. Et je trouve qu'il y a un magnifique enjeu à, finalement d'une certaine manière, à retourner au vernaculaire. Parce que ça permet de ramener de la diversité dans nos territoires. C'est vrai que pendant longtemps, les politiques d'aménagement ont énormément uniformisé les lieux. Ces quartiers résidentiels, ces quartiers pavillonnaires, ces quartiers des gares. Il n'y a rien qui ressemble plus à un quartier pavillonnaire de Toulouse qu'un quartier pavillonnaire de Paris, de Brest, du Mans, de Lille. Le vernaculaire prend finalement le chemin inverse, c'est-à-dire qu'elle recompose avec un territoire. Elle recoue les maisons au paysage. Uniformité et précarité. C'est toujours les deux temps d'un même processus. Quand tu ramènes de la diversité dans les territoires, tu luttes contre la précarité, tu réouvres des perspectives. Voilà, je pense que tout est dit. Merci Damien. Et si cette notion de vernaculaire vous intéresse, sachez qu'il existe un atlas des régions naturelles, un travail titanesque entrepris par les photographes Éric Tabucci et Nelly Monnier qui sillonnent l'Hexagone depuis de nombreuses années pour immortaliser justement les spécificités de chaque territoire. Je vous mets le lien du site dans la description, un site qui permet de parcourir les images de leurs différents voyages, région naturelle par région naturelle ou tout autrement grâce à la multitude de filtres proposés. Un très bel outil pour découvrir la réalité de nos territoires, au-delà des images peut-être un peu trop fantasmées que l'on pourrait parfois s'en faire. En 1973, l'économiste britannique Ernst Friedrich Schumacher publie un recueil d'essais intitulé « Small is Beautiful, une société à la mesure de l'homme ». Dans ce livre qui critique ouvertement le système économique capitaliste au moment du premier choc pétrolier, qui d'ailleurs n'est pas sans rappeler l'actualité, l'auteur met en avant de nombreuses idées comme par exemple l'importance du capital naturel qu'il faut préserver plutôt qu'exploiter, ou encore la nécessité d'arrêter de penser nos sociétés à l'échelle mondiale. Et à ce sujet, il pose la question suivante. Quelle est donc l'échelle qui convient ? Tout dépend de ce que l'on cherche à faire, précise-t-il. La question d'échelle est aujourd'hui cruciale au plus haut point dans les affaires politiques, sociales, économiques, aussi bien qu'en toute autre chose, ou presque. Alors sa pensée est aujourd'hui considérée par certains comme étant à l'origine des phénomènes de décentralisation que nous allons maintenant aborder, et ça me semblait donc tout naturel de commencer cette partie de la vidéo en vous présentant son approche, car nous allons justement essayer de repenser l'échelle ou les échelles politiques et administratives du pays. Mais avant cela, deux définitions. D'abord, la décentralisation. Système d'organisation des structures administratives de l'État dans lequel l'autorité publique est fractionnée et le pouvoir de décision remis à des organes autonomes, régionaux ou locaux. À ne pas confondre avec la déconcentration, action de donner davantage de pouvoir de décision aux agents du pouvoir central répartis sur le territoire. C'est super important de pouvoir faire la différence entre ces deux phénomènes, car d'un côté, la décentralisation délègue des pouvoirs à des autorités locales et autonomes. L'État confie certains sujets à des organisations dont il est a priori indépendant. On parle ici des régions, des communes et des départements. Et de l'autre côté, on a la déconcentration. Ici, l'État ne délègue pas, mais se répartit sur le territoire en le quadrillant. On parle ici des préfectures et sous-préfectures, des rectorats pour l'organisation de l'école, des directions des finances publiques ou encore des maires qui ont la double casquette d'autorité indépendante et de représentants de l'État. Alors aujourd'hui, moi, je vous parle de décentralisation. Parce qu'on l'a vu, le monde de demain doit nécessairement se penser dans la diversité et à une échelle locale. Dans l'idéal, il ne s'agit donc pas d'une autorité centrale qui commande un peu partout, mais d'autorités indépendantes qui gèrent en fonction de leurs spécificités. Car, comme nous l'a déjà expliqué Damien Deville dans une autre vidéo, il faut dévoiler les singularités d'un territoire et placer ces singularités au cœur des modèles de développement. Et ça, en tant que Français, ça nous percute pas mal. Ça nous bouscule pas mal parce qu'on a l'habitude des recettes toutes faites en France. On est les héritiers d'un modèle jacobin et centralisateur qui déploie des politiques publiques depuis les couloirs parisiens qui s'imposent comme ça d'un territoire à l'autre. Alors ça a l'immense valeur, l'immense vertu de créer des formes d'égalité et d'unité à l'échelle nationale. Il faut continuer dans ce sens-là, mais il faut aussi donner un droit à l'expérimentation en fonction des singularités de chaque territoire. Décentralisation et vivant,
Ce sont des combats frères. Et pour réaliser cette décentralisation, quoi de mieux que les régions naturelles, car elles offrent, comme on l'a vu, les meilleurs atouts possibles pour penser le monde de demain. Elles fonctionnent main dans la main avec le vivant, elles bénéficient d'une échelle qui a de tout temps été adaptée à l'administration des sociétés humaines, et elles prennent en considération les spécificités de chaque territoire pour un meilleur développement économique et social. Bon, vous allez me dire, cool ton idée, sympa ta carte, mais comment on fait concrètement ? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant, car je vais maintenant vous proposer une restructuration de l'administration et quelques principes de fonctionnement qui me semblent pertinents pour la construction de l'avenir du pays. Alors d'abord, je propose de ne garder que 3 niveaux administratifs. Les communes, les régions naturelles, et puis des espèces de grandes régions. Les communes pour la gestion hyper locale de la vie du quotidien, les régions naturelles qui représentent un échelon intermédiaire et qui auraient finalement le plus de pouvoir, on pourrait appeler ça des districts ou des territoires pour faire simple. Et enfin les grandes régions, plus ou moins celles qui existent aujourd'hui, avec de possibles remaniements, et on pourrait aussi leur donner un autre nom comme des provinces, des oblasts, des länder ou même des tigres. Je vous explique juste après. L'idée ici est de 1. Se débarrasser des départements qui n'ont finalement que peu de compétences et se révèlent souvent être trop petits ou trop gros pour gérer tel ou tel sujet, et de 2. Créer des collectivités territoriales autonomes à l'échelle des régions naturelles. Ces collectivités hériteraient de nombreux pouvoirs comme par exemple l'éducation, crèche, école, collège, lycée et apprentissage, les infrastructures, la politique agricole, les structures sociales, l'aménagement du territoire et tout ce qui, en fait, se révèle pertinent à l'échelle d'une région naturelle. Pour exercer ce pouvoir, je propose la création d'un système de démocratie locale, avec, pour chaque collectivité, un parlement élu ou tiré au sort, renforcé par de nouvelles pratiques démocratiques comme les assemblées citoyennes et les préférendums que je vous ai présentés dans ma vidéo de l'année dernière qui traite du sujet de la démocratie. Les grandes régions, elles, ne se contenteraient que de gérer ce qui a besoin de l'être à une plus vaste échelle. Je pense en particulier aux universités, à la recherche, et puis aux différents types de réseaux, télécommunications, énergie, à la fois production et transport de l'électricité, et puis les infrastructures de transport, en particulier tout ce qui touche aux grandes routes et, évidemment, au ferroviaire. Pour la blague, on pourrait appeler ces collectivités des tigres, territoires indépendants pour la gestion des réseaux et de l'énergie. Évidemment, il resterait aussi l'État, dont la représentation devrait s'aligner sur les régions naturelles avec un préfet par région et aussi un système judiciaire qui vient se calquer sur ce nouveau découpage. Reste maintenant à savoir comment acter les frontières de ces collectivités qui, on l'a vu, ne sont pas très bien définies. Je propose pour cela des référendums dans chaque commune pour savoir à quelle entité elle souhaite appartenir. L'idée est de mettre en avant le principe d'autodétermination pour éviter à tout prix des découpages aléatoires, découpages dans lesquels nous avons excellé sur le territoire métropolitain, mais aussi à l'extérieur lors des nombreux processus de colonisation qui malheureusement jalonnent notre histoire et ont encore de graves conséquences aujourd'hui. Bon, tout cela est évidemment purement théorique, mais j'aime à penser qu'il est possible de concevoir notre pays et son organisation d'une manière tout à fait différente. Libre à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et ou de proposer votre propre système. Au passage, si vous trouvez que cette vidéo est d'intérêt public, n'hésitez pas à la partager et à soutenir la chaîne en passant sur ma page Buy Me a Coffee. Tout ce travail est entièrement bénévole et vous l'imaginez plutôt chronophage, donc si vous voulez voir de nouvelles productions, un petit coup de pouce est toujours le bienvenu. Un grand merci d'avance et maintenant, on reprend. J'aimerais pour finir que l'on prenne quelques instants pour projeter dans le réel tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici afin que les régions naturelles s'ancrent concrètement dans nos vies et dépassent le statut de simple mention sur ces fameux panneaux d'autoroute marron qu'on a déjà tous croisés au moins une fois dans notre vie en partant en vacances. Alors il faut d'abord savoir que les pays traditionnels ont fait l'objet, dans les dernières décennies, de politiques publiques bien réelles qui avaient pour but de redynamiser les territoires en perte de vitesse. Après la mise en place de contrats de pays en 1975, les pays obtiennent finalement un véritable statut en 1995 grâce à la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, aussi appelée loi Pasqua, statut qui sera renforcé 4 ans plus tard, en 1999, par la loi Voynet, qui avait pour but de promouvoir une démocratie plus participative et un développement considéré comme plus durable. Ah, le développement durable. Quelle belle époque. En revanche, cela ne donnait aucun caractère officiel aux pays traditionnels ou aux régions naturelles, car ces nouveaux pays n'étaient pas institués directement par la loi.
la démarche venait nécessairement des territoires qui devaient déposer une demande auprès de l'État. Alors, on peut assister au début des années 2000 à un véritable engouement des intercommunalités qui ont été assez nombreuses à s'organiser en pays afin de mener des projets transverses, comme par exemple la mise en place d'une stratégie santé pour pallier aux déserts médicaux, la création d'événements culturels ou encore la conception d'un plan énergie-climat. Il faut par ailleurs noter que ces organisations ne sont pas des collectivités territoriales. Il s'agit d'associations loi 1901 ou de syndicats mixtes porteurs de projets particuliers. On est donc très loin du découpage administratif que je vous ai proposé il y a quelques minutes. Enfin, la réforme des collectivités territoriales de 2010 supprime la possibilité de création de nouveaux pays et il faudra attendre 2014 pour que soient créés les PETR, pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, un statut que peuvent prendre les anciens pays s'ils le souhaitent. Et même si ce dispositif perdure, il est aujourd'hui en perte de vitesse. On comptait en 2024 environ 235 pays et PETR, alors qu'ils étaient 385 fin 2015. Cela s'explique par le manque de moyens attribués à ces organisations et à leur dissolution dans un millefeuille administratif incompréhensible. Et pourtant, croyez-moi, j'ai essayé. Bref, cette expérience intéressante arrive maintenant à bout de souffle et il est temps, à mon avis, de repenser les pays comme collectivités territoriales compétentes sur de nombreux sujets. Pour cela, et ça sera ma dernière idée, j'aimerais mettre en avant le principe de subsidiarité selon lequel la compétence et la responsabilité d'une action publique, lorsqu'elle est nécessaire, revient à l'entité compétente la plus proche de ceux qui sont directement concernés par cette action. Autrement dit, le pouvoir politique devrait s'exercer à l'échelle la plus pertinente vis-à-vis des conséquences de ces décisions. Ainsi, tout comme les régions s'occupent des dessertes ferroviaires locales, on ne devrait pas décider de la politique agricole à l'échelle d'un continent. Pierre Calam parle même de subsidiarité active. Selon lui, face à la complexité du monde contemporain, le pouvoir ne devrait pas être cloisonné entre différentes institutions, mais adapté au cas par cas via des gouvernances transversales aux différents enjeux de gestion des territoires, sans oublier, je le redis une dernière fois, que notre avenir étant intrinsèquement lié au vivant, il devra nécessairement se construire autour de l'échelle locale. Et si vous voulez participer à cette construction, je vous propose pour conclure cette vidéo 2 conseils très simples. 1. Intéressez-vous à la politique locale. L'abstention aux dernières élections municipales témoigne, il me semble, d'un profond désintéressement des enjeux locaux qu'il est plus que temps de remettre au goût du jour. Et 2, renseignez-vous sur votre région naturelle, son histoire, sa culture, ses paysages et ses spécificités. Apprenez à la connaître, à l'aimer, à la raconter et surtout parlez-en autour de vous pour faire vivre et revivre cette belle diversité et donner corps à ce monde de demain que nous appelons toutes et tous de nos voeux. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette longue vidéo, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser et j'espère qu'à son humble échelle, elle pourra alimenter votre réflexion sur l'avenir de notre pays. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner et à soutenir la chaîne sur Buy Me a Coffee. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was the Billy O.T. The winds blew up her bow, dipped down, or below my bully boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.